plus ma conscience va vers le centre de moi-même, plus je peux agir et modifier mon environnement. A contrario, plus ma conscience est centrifuge, plus ma conscience est préoccupée des circonstances et de ce qui se passe à la surface de la sphère, plus nous sommes préoccupés de nous-mêmes. C'est-à-dire de ce qui se passe à la surface. Notre petit moi, notre ego, comme vous voudrez l'appeler. Alors, commençons par l'idée du thème, rester fidèle à soi-même ou se perdre. Il y a un lien entre la fidélité à soi, la conscience, qui va être le grand sujet dont nous allons parler ce soir, et le centre. Je vous propose, pour que nous ayons un référentiel commun, de partager une vision de l'homme, qui est de considérer l'homme... C'est quoi à gauche? C'est quoi à droite? C'est très simple, c'est un cercle avec un point, de considérer l'homme comme une sphère. Et au centre de cette sphère, de considérer que nous allons trouver notre moi le plus profond, notre identité, et à la surface de cette sphère, tout ce qui est en lien avec nos émotions, nos ressentis, qui sont au contact avec les circonstances. Donc, nous sommes comme une sphère, avec au centre notre identité la plus profonde, à laquelle nous avons parfois difficilement accès, et à la surface, la perception, au travers de nos sensations, du monde qui nous entoure, qui parfois, comme vous le savez, génère des émotions, des pensées, qui elles-mêmes, parfois, nous emprisonnent. Voilà pour le tableau. La question que nous allons nous poser, c'est comment rester centré, comment amener davantage notre conscience au centre et ne pas nous perdre à l'intérieur des circonstances. Tout d'abord, le point le plus important, c'est de comprendre que cette préoccupation dont je vous parle fut toujours celle des écoles de philosophie. Même si les circonstances d'aujourd'hui sont un peu particulières, la réalité de ce combat de la conscience pour ne pas se faire happer par les circonstances est un combat de toujours. Face à cela, nous sommes confrontés à 4 difficultés essentielles que je voudrais énumérer pour commencer. La première difficulté, c'est de cultiver l'attention, être attentif à notre environnement. Rappelons-nous que loin d'être une approche intellectuelle, la pratique de la philosophie n'a pas pour but l'acquisition d'un savoir, mais l'évolution de la conscience, l'expansion de la conscience. Les anciens considéraient la vie humaine comme un voyage, et vous conviendrez que si l'on marche sur un chemin, on voit, au fur et à mesure de son avancée, des choses différentes. Si donc la vie humaine est ce chemin sur lequel nous avançons et que nous voyons toujours la même chose, c'est que la conscience s'est immobilisée. Pourquoi elle s'immobilise? Essentiellement parce que nous avons du mal à garder l'attention et à nous situer dans une correcte perspective. Pourquoi sommes-nous attentifs? Nous y reviendrons. On est attentif quand on a une finalité, quand on cherche quelque chose. Si par contre, nous n'avons aucune finalité et que nous abordons les choses avec désinvolture, il y a de fortes chances qu'il soit difficile d'être attentif.
Le second point, c'est que cette forme de désinvolture introduit une difficulté, une résistance au travail mental. Nous sommes habitués à la facilité. Nous avons du mal à tenir notre pensée et à pratiquer la réflexion. Nous avons l'habitude de travailler dans le confort de la pensée. La pratique de la pensée implique la capacité à se concentrer, nous y reviendrons largement, la capacité à mémoriser, puisqu'à quoi bon savoir quelque chose si on l'oublie, la capacité à reformuler, c'est-à-dire à entendre réellement, et la capacité à synthétiser, c'est-à-dire à tirer l'essentiel des informations auxquelles nous sommes confrontés. Donc ceci est la deuxième difficulté. La troisième difficulté est la difficulté à la réflexion. On a tendance à dire oui, je réfléchis comme si c'était quelque chose de simple. Non, ça ne l'est pas. C'est une pratique. La pratique de la réflexion a pour but l'incorporation de ce que nous avons compris. Une chose est de faire allusion à ce que nous avons compris. J'ai entendu telle chose, toi tu la connais, ça a l'air intéressant. Donc c'est un savoir, une connaissance qui est disponible à l'intérieur de nous-mêmes, vous comprenez ? Et la réflexion, c'est tout à fait autre chose. C'est comment je me saisis de ce que je sais pour l'intérioriser, me l'incorporer et que ceci devienne part de mon référentiel intérieur. Donc, le but de la réflexion est l'incorporation des nouveaux critères qui apparaissent par ma propre expérience, ce que moi-même j'ai compris. Le but de la réflexion, pour le dire synthétiquement, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. Si j'ai compris une chose une fois, pourquoi donc recommencer plusieurs fois la même erreur? Enfin, la troisième difficulté est tout simplement la difficulté à penser, puisque penser n'est pas penser ses émotions. Penser ses émotions, c'est mettre des mots sur ce que l'on ressent. C'est comme la pensée, ça ressemble à la pensée, mais ce n'est pas de la pensée. La pensée procède avec cohérence, étape, logique, dans une construction mentale. Penser ses émotions, c'est simplement mettre un joli packaging, habillage, pour donner l'impression que c'est quelque chose de conceptuel, alors qu'en fait, il n'y a pas la moindre construction mentale, c'est 100% de ressenti. Donc, voilà les principaux obstacles auxquels nous sommes confrontés lorsque nous voulons pratiquer le fait d'être fidèles à nous-mêmes, puisque le monde dans lequel nous vivons, pas simplement les écrans, mais les formes de violence multiples auxquelles nous sommes confrontés, amènent des formes de fragmentation. Et la fragmentation la pire contre laquelle nous voulons lutter, bien évidemment, c'est la fragmentation de la conscience. Comme nous l'avons vu au travers de notre schéma, il y a donc une grande différence entre vivre à la surface de soi-même et chercher à cheminer vers le centre. Nous dirons humblement cheminer vers le centre plutôt que nous situer au centre. Mais les circonstances auxquelles nous nous confrontons, les difficultés que nous affrontons,
peuvent avoir tendance à nous disperser si notre formation de caractère est insuffisante, ce qui va nous pousser à vivre à la surface de nous-mêmes. À partir de là, il y a deux choses qui sont importantes. Essayons de les mémoriser et on en parlera ensuite. La première, c'est que si j'assume que ma conscience est une force centripète, c'est-à-dire qu'il va vers le centre de moi-même. Vous imaginez la sphère, et que ma conscience va vers le centre de moi-même. Je suis en possibilité d'exprimer qui je suis par rapport à mon environnement et le transformer. Ça a l'air contre-intuitif, c'est pour ça que j'explique bien. Plus ma conscience va vers le centre de moi-même, plus je peux agir et modifier mon environnement. A contrario, plus ma conscience est centrifuge, plus ma conscience est préoccupée des circonstances et de ce qui se passe à la surface de la sphère, plus nous sommes préoccupés de nous-mêmes, c'est-à-dire de ce qui se passe à la surface. Notre petit moi, notre ego, comme vous voudrez l'appeler. Donc il y a un enjeu essentiel, un combat, diraient certains, pour notre conscience, entre soit vivre à la surface en étant préoccupé de notre moi personnel, soit garder conscience de notre centralité pour agir avec des finalités justes sur notre environnement. Il est clair que ceci est une question éthique. Il est certain que ceci a des conséquences politiques, puisque la manière dont nous sommes en train d'agir en nous situant modifie notre environnement. Des gens qui restent connectés à eux-mêmes et peu manipulables n'agissent pas de la même manière que des gens qui sont totalement manipulables en fonction de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un changement intérieur qui se pose en termes de questions philosophiques. À quoi est-ce que je donne de la légitimité? Au centre ou aux circonstances? C'est pour ça que nous disions rester fidèle à soi-même ou se perdre, puisque celui qui donne légitimité aux circonstances perdra inexorablement la conscience de son propre centre et par là même de sa propre finalité et identité. Pourquoi rester centré? Le mot centre dérive du latin centrum et du grec kentron. Il est en lien avec l'idée d'une pointe à partir duquel, comme pour un compas, on pourrait dessiner un cercle. Comme s'il y avait un point qui nous donnait l'origine, à partir duquel le reste peut se déployer. Nous y reviendrons. L'idée du centre est donc à la fois l'idée de l'origine, puisque c'est à partir de ce centre que tout devient possible. Et c'est en même temps l'idée de la finalité. Donc, il y a un lien très fort, que nous explorerons dans les échanges, entre la conscience du centre et la conscience de nos finalités. Qui perd conscience de son centre n'a pas de finalité. La finalité implique un enracinement en soi-même, puisque la finalité pose la question du devenir, du futur. Beaucoup de gens savent ce qu'ils veulent faire, combien savent ce qu'ils veulent devenir. Quand je parle de la finalité, je parle de ce que l'on veut devenir, qui est de l'ordre de l'être, et pas faire, qui est de l'ordre de l'existence, c'est-à-dire de l'espace-temps. Le chemin que nous faisons vers ce centre est en lien avec ce que toutes les traditions philosophiques et spirituelles appellent la vie intérieure. La vie intérieure, c'est ce qui se déploie dans une forme de dialogue entre d'un côté la surface,
tout ce que nous ressentons, les émotions que nous avons, les circonstances que nous percevons. Et de l'autre côté, le regard que nous posons dessus, à partir de notre centralité et de nos valeurs les plus essentielles. Donc, il y a un lien entre cette conscience du centre et la liberté. La capacité à nous relier à notre centre et à déployer notre vie intérieure nous rend libres. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on pourrait simplement définir la liberté ? La capacité à choisir. Et si je veux choisir, je dois agir par rapport à ce que je pense, juste en m'affranchissant des circonstances. Donc, on voit bien qu'on n'est pas simplement face à un enjeu centre ou surface, on est face à un enjeu des libertés ou de servitude intérieure. Et la liberté se traduit par la possibilité de faire des choix, ce que les anciens appelaient avoir un destin. Avoir un destin, c'est ne pas se définir par les circonstances, mais se définir par qui nous sommes intérieurement. La force qui nous maintient au centre est celle de la concentration. Notre objectif, en pratiquant la philosophie, n'est pas d'acquérir telle ou telle connaissance. Les connaissances sont le moyen et le support qui doivent permettre de réduire les oscillations de la conscience. Les réduire, soyons humbles. C'est-à-dire être davantage en mesure de savoir où notre conscience se situe. Vous êtes en face de moi, physiquement, vous êtes présent. Où est-ce que vous êtes intérieurement? À quoi est-ce que vous êtes en train de penser? Seul vous le savez. À ce dont nous sommes en train de parler maintenant, aux préoccupations d'aujourd'hui, de demain, la conscience demande un choix pour que nous puissions nous situer. Donc, l'important n'est pas ce que nous sommes en train de regarder, l'important est d'où est-ce que nous sommes en train de le regarder. Vous vivez une situation quelle qu'elle soit, finalement, la situation, la circonstance est-elle si essentielle? Ce qui est important, c'est d'où est-ce que nous sommes en train de voir les choses. Je peux voir les circonstances du point de vue des apparences. Je peux voir les personnes du point de vue des apparences. Je peux voir des corps ou je peux voir des âmes. Ça dépend d'où je me situe. Si je me situe dans mon propre centre, j'essaierai de voir quelle est l'étincelle de conscience qu'il y a en l'autre. Si je me situe dans ma propre surface et mes propres apparences, je chercherai les apparences des autres pour savoir si elles me conviennent. Donc, il se joue quelque chose de tout à fait déterminant dans la relation à notre conscience pour apprendre à identifier quand nous sommes au centre, quand nous nous sommes décentrés et surtout comment est-ce que nous pouvons revenir au centre le plus vite possible. Notre objectif n'étant rien de ne jamais chuter ou de ne jamais perdre conscience, ce qui serait une utopie totale par rapport à qui nous sommes, mais par contre de retrouver le plus vite possible notre centralité lorsque nous l'avons perdue. Et ceci, tout simplement, est question de pratique. Et c'est ce qu'il nous intéresse de travailler dans les ateliers philosophiques. La concentration est une force d'unification de la conscience. C'est-à-dire que c'est elle qui réunit dans notre centre toutes les expériences de notre vécu pour se concentrer
Il faut donc réunir les choses à l'intérieur de notre propre centre. Et ce qui est important à comprendre, c'est que l'on ne peut croître qu'à partir du centre. Imaginez l'arbre, imaginez la graine qui donne naissance à l'arbre. À partir de cette graine, l'arbre tout entier va se développer. De la même manière, c'est une autre image symbolique très couramment utilisée, quasiment universelle, qui est de voir l'homme comme un arbre. Cet arbre prend racine, naissance dans sa graine, dans son point de conscience. Donc, c'est à partir du centre qu'il y a une possibilité de déploiement de la conscience. On disait tout à l'heure, vous vous rappelez, la vie comme un chemin dans lequel on perçoit des choses sur soi-même et sur le monde de manière différente. Ce cheminement n'est possible qu'à partir du centre. Il n'y a pas de cheminement à partir de la surface. Enfin, il y en a un, ça s'appelle tourner en rond. Et nous connaissons tous des êtres qui tournent en rond, c'est-à-dire qui répètent les mêmes chemins de conscience en permanence. Nous les revoyons 1 an plus tard, 2 ans plus tard, et à notre propre souffrance, si nous les aimons, nous voyons qu'ils disent la même chose. Cheminer implique changer de problème, puisque nous changeons de perspective. Le paysage change, nous voyons des choses différentes, nous comprenons mieux qui nous sommes, nous avons donc davantage de moyens pour avancer. Dès que nous enlevons la pointe du compas à partir de laquelle nous sommes en train de définir la sphère de notre conscience, il y a un risque, c'est bien évidemment de perdre le centre. Et si on perd le centre, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir autant de centres que d'espaces de conscience. Donc il y aura notre bulle de conscience au travail, notre bulle de conscience affective, notre bulle de conscience personnelle, notre bulle de conscience familiale. Et chacun de ces petits mondes aura son propre centre, c'est-à-dire dissocié. Lorsque nous perdons les centres, nous vivons de manière dissociée. La dissociation, c'est l'incapacité à relier l'ensemble des choses que nous vivons à partir d'une même centralité. Ceci a des conséquences philosophiques, éthiques et bien sûr politiques, puisque si je suis dissocié, il n'y a absolument aucun problème à penser d'une manière et à agir d'une autre, comme nous le voyons couramment autour de nous. Lorsque nous sommes dans un monde, nous disons une chose, elle nous paraît cohérente, nous changeons, nous passons de l'autre côté par rapport à notre sphère d'intérêt, nous disons autre chose. C'est tout à fait logique et cohérent pour celui qui vit dissocié. Vous voyez qu'il y a des choses intéressantes à comprendre sur l'analyse philosophique des individus qui donnent naissance à la politique de ce monde. C'est-à-dire, il y a une panne de conscience, pour appeler les choses par leur nom. Un point important, le centre et le sommet sont la même chose. Ce sont des images qui, au fond, signifient la même chose. Si nous sommes au centre de nous-mêmes, nous sommes en même temps au sommet de nous-mêmes. Et si nous sommes au sommet de nous-mêmes, nous sommes au centre de nous-mêmes. Cela nous permet de comprendre de manière simple qu'au centre de nous-mêmes se trouve la dimension la plus supérieure de notre monde émotionnel, les sentiments, et la dimension la plus supérieure de nos pensées, celle qui nous permet de contacter le monde des idées, et notamment les idées platoniciennes, le sentiment du beau, du bon, du bien et du juste. Donc, nous sommes confrontés au fait
de livrer bataille intérieurement pour ne pas vivre dissocié. C'est-à-dire en acceptant d'intégrer dans notre conscience tous les aspects de nous-mêmes, y compris les plus désagréables. Puisqu'au fond, ce qui est pour nous le plus désagréable, c'est voir ce que l'on ne veut pas voir, faire ce que l'on ne veut pas faire. Il y a des choses qui sont justes mais qu'il nous coûterait de faire, des choses qui sont vraies mais qu'il nous coûte de voir. Donc, nous devons être conscients que la dissociation n'est pas simplement un oubli, mais une forme de cynisme. Il y a de l'intérêt à se dissocier. Si on se dissocie, c'est toujours parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas assumer. Il s'agit donc d'une fuite dans laquelle on fait le choix de penser à autre chose pour oublier avec une facilité déconcertante toutes nos préoccupations. Ensuite, les gens diront « Je n'arrive pas à gérer la multiplicité de tout ce que j'ai à faire, j'ai beau faire une to-do list, je n'y arrive pas, je n'ai pas le temps, c'est compliqué, c'est les circonstances. Oui, moi je suis victime, c'est les circonstances, c'est pas ma conscience. » Comprenez? Il y a une hypocrisie à faire reporter aux circonstances de notre vie ce qui est en fait un déni de conscience de notre part. Et pour ce faire, je vous partage un aphorisme qui pour moi est tout à fait essentiel. Il est très simple, mais on n'en finit pas de l'épuiser, qui est le temps et l'espace de la conscience. Je l'ai validé de manière empirique pendant des décennies. Plus les gens sont conscients, plus ils ont du temps. Et paradoxalement, plus ils parviennent à être responsables. Moins les gens sont conscients, plus ils se décentrent, plus ils se victimisent, plus ils ont des difficultés à être responsables, et bien sûr, plus ils ont le sentiment d'être stressés et de ne pas avoir le temps. Donc vous voyez, la philosophie, c'est une pratique pour avoir du temps, en acceptant de travailler sur sa conscience. Il s'agit, au sens platonicien, de sortir de la caverne et donc d'une certaine manière de se désincarcérer en arrêtant de se justifier pour prendre les problèmes à bras-le-corps. Ceci implique quelque chose d'important, accepter la vérité. L'école d'Alexandrie parlait et se définissait comme étant, pour ses membres, des philalètes. Les philosophes, vous le savez, l'étymologie, philosophos, c'est les amoureux de la sagesse. Mais les philalètes, c'est les amoureux de la vérité. Et je crois, au fond, que dans notre monde corrompu, vouloir rester centré et faire un réel travail de conscience implique d'assumer la vérité. Nous voulons tous la vérité sur le monde, mais il nous faut assumer, si on cherche la vérité, aussi la vérité sur nous-mêmes. Vous en conviendrez. Donc, ce que nous proposons dans nos ateliers, et que je vous propose ce soir dans nos échanges, c'est au moins l'espace d'une soirée d'être des philalètes, c'est-à-dire d'être des chercheurs de vérité. Au moins de ne pas se mentir. C'est déjà pas mal comme objectif. Qui fait le choix de ne pas se mentir a de bonnes chances de parvenir au centre. Donc, les circonstances sont une chose et la liberté de notre conscience en est une autre. Assumons nos choix. Nous avons fait des choix face aux circonstances de notre vie, vous en conviendrez. Vous avez tous fait des choix, j'ai fait des choix, nous avons fait des choix. Mais maintenant, soyons honnêtes, d'autres
que nous, dans la même circonstance que nous, auraient fait d'autres choix. Donc les circonstances que nous vivons sont le fruit de nos choix. C'est nous qui avons fait ces choix. Et l'enjeu fondamental de la philosophie en tant que recherche de la vérité se ramène à une question simple, mais exigeante. Est-ce que je veux bien assumer la responsabilité de ma conscience? Il n'y a rien de plus antinomique, de plus antithétique à l'idée de philosophie que l'idée de victime. Nous ne sommes pas des victimes. Nous avons fait des choix, nous sommes face à des circonstances et notre défi est d'assumer ces circonstances en restant centrés et fidèles à nous-mêmes pour ne pas nous mentir. L'ennemi du centre, je vous ai fait un petit schéma très simple, c'est un triptyque. Nous sommes face à un ternaire qui est dispersion, distraction, oubli, inconscience. À la base, c'était pas grand-chose. Une petite dispersion. Une alerte sur les téléphones portables, un mail qui vient d'arriver, on passe voir ce qu'il y a dans le frigo. Bon, un truc qui avait l'air de rien. Juste, on se disperse. La plupart du temps, tout simplement, par manque d'entraînement à la concentration. De la même manière que quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude de courir s'arrêterait au bout de quelques centaines de mètres ayant des difficultés à caler son souffle, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être concentré se disperse rapidement. Donc, la dispersion, ensuite, amène la distraction. Ce qui, dans un premier temps, n'était le fruit que des circonstances, devient une posture, cette posture que nous évoquions au début, de désinvolture. Quoi? Il y avait quelque chose? Pas vu? Pas entendu? Pas compris? J'étais pas là. J'étais là sans être là. Je sais que l'idée du distrait a quelque chose de sympathique, mais comprenons que par rapport à la conscience, elle a quelque chose de létal. Si je me distrais, je perds la possibilité d'arriver au centre. Et inéluctablement arrive la troisième étape, l'oubli et l'inconscience. Bon, vous allez me dire, quand en plus on a la chance de vivre dans une société qui promeut l'oubli, vacances, j'oublie tout, l'essentiel étant d'oublier et d'être inconscient pour être bien, il y a un sacré chemin à faire à rebrousse-poil pour vouloir faire le choix d'être conscient. C'est pour ça que c'est toujours un petit miracle de vous voir si nombreux. Puisque ce qui est normal est de ne pas faire d'efforts, de rester à la surface et de faire le choix de l'inconscience. La philosophie est un appel à la conscience et en tant que tel aussi à une forme d'effort, bien évidemment. Les conséquences de la distraction. La première, qui n'a pas l'air si évidente, c'est l'usure. Si je me distrais, je me déconnecte. Bon, au bout d'un moment, je vais oublier, comme on a dit. Donc, je pars en mode errance vagabonde. Je ne sais même plus ce que j'étais en train de faire. Ah, faut que je revienne. Ça coûte une énergie incroyable. Et au bout d'un moment, toujours s'éloigner, revenir, ça use. Et alors, la personne dit, ça ne doit pas être pour moi. Ça ne doit pas me convenir. La preuve, c'est difficile, j'y arrive pas. Avec le risque ensuite de prendre pour habitude d'installer ces quartiers à la surface en oubliant même qu'il y avait un centre à l'intérieur duquel se trouve notre identité. Donc, premier risque, déconnexion, usure, dans lequel il faut oublier que notre chemin intérieur implique la mémoire. Lorsque on tombe dans cette panne, on oublie tout. La mémoire demande, même si c'est un mot honni aujourd'hui, de la discipline.
Et ce n'est pas un vain mot si on parle des disciples de la sagesse. Comment être disciple d'une quelconque forme de sagesse en étant dans la distraction la plus totale? Il y a la nécessité de la pratique d'une discipline, mais qui est une discipline de la conscience telle que nous venons de le voir. Cette discipline de la conscience amène de l'ordre à l'intérieur de soi, et sortir de la confusion et gagner de l'ordre à l'intérieur de soi amène de la lumière, c'est-à-dire de la conscience. La seconde conséquence de la pratique éhontée de la distraction permanente comme forme de vie, c'est de nous amener à oublier les choses les plus importantes que nous avions nous-mêmes compris, et donc à recommencer en permanence les mêmes erreurs. On ne parvient pas à construire quelque chose puisque nous ne gardons pas en conscience ce que nous avons appris. Et donc là, j'amène une idée importante. Il y a une grande différence entre avoir compris quelque chose et vivre avec ce que nous avions compris. Sinon, on ne referait pas certaines erreurs. Si on était en permanence présent à nous-mêmes, nous ne tomberions pas dans certains panneaux dans lesquels nous tombons régulièrement. Donc, en synthèse, la force qui nous sort du centre est la distraction, et la force qui nous ramène au centre est la concentration. Donc, quand on parle de philosopher pour survivre, qui était le titre de notre activité ce soir, on signifie par là que la philosophie n'est pas une quête de savoir, mais une quête du centre qui nous permet de garder la mémoire de ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous. La question et donc la préoccupation du pratiquant en philosophie n'est pas de savoir plus de choses, mais de vivre avec ce que nous savons. C'est une préoccupation de discipline intérieure. Convenons que si déjà chacun d'entre nous pouvait vivre à la hauteur de ce qu'il a compris en permanence, notre vie serait radicalement bouleversée. C'est pour cela que la pratique de la philosophie, j'insiste parce qu'aujourd'hui on perçoit la philosophie comme une activité universitaire, intellectuelle, théorique, alors que pour les écoles de philosophie de l'Antiquité, il s'agit d'une forme de vie qui permet de gagner en conscience. Et c'est de cela dont nous parlons ce soir. Vivre conscient implique donc ne pas ignorer ce que l'on sait. Toute la discipline de la pratique philosophique, c'est ne pas ignorer ce que l'on sait et donc être en mesure de nous préparer à agir. Pour le philosophe, l'important n'est pas de chercher à avoir des résultats avant l'action. Je ne me prépare pas à l'action en vue d'obtenir des résultats. Je me prépare à l'action pour être dans le bon état intérieur. Il s'agit de changer la cible de la préoccupation, avoir moins de préoccupations par rapport à l'extérieur et davantage par rapport à ce qui dépend de nous-mêmes, vis-à-vis duquel nous avons une forte possibilité d'action. Assumons que l'intellect ne signifie pas l'action. Comprendre n'a jamais poussé qui que ce soit à agir. Comprendre est nécessaire, c'est fondamental, je vous parle de la pensée depuis tout à l'heure, mais la source qui permet à quelqu'un d'agir est autre. Elle est fonction de sa force morale, de ses motivations, de ses finalités et de la perspective dans laquelle il se trouve. Donc, soyons conscients que l'intellect, lui, se suffit à lui-même.
Ça lui va très bien d'avoir compris. Il n'a pas la nécessité de la concrétisation et du passage à l'action. Ceci implique que nous devons développer, et c'est une des choses qui m'avait le plus étonné et touché quand j'ai rencontré la philosophie, c'est pourquoi on associait à la philosophie l'idée du courage. Parce qu'il faut accepter la réalité de ce que nous sommes et la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et le premier courage qu'il faut, c'est ne pas se victimiser par rapport aux circonstances pour, comme je le disais tout à l'heure, assumer la responsabilité de notre conscience. La question fondamentale, c'est est-ce que je veux être responsable de ma conscience? Assumer que ça dépend de moi. Ceci implique, outre l'amour de la vérité, la force d'assumer la vérité. Il va falloir que je puisse avoir la force d'accepter ce que je vois, la force de porter cette vérité. Et ceci implique que je puisse développer cette force en me confrontant au monde, en agissant par rapport à ce que je pense juste. C'est en agissant au nom de notre conscience, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, que nous renforçons notre force morale. Enfin, pour clôturer, je vous ai parlé jusqu'à maintenant du centre. J'ai beaucoup utilisé le mot centre et le mot conscience. Je vais utiliser un autre mot, mais je ne l'utilise que maintenant parce qu'il est connoté de manière affective, sinon, c'est le mot cœur. C'est-à-dire que le centre, pour toutes les traditions philosophiques et spirituelles, ce centre sommet qui est à l'intérieur de nous, au fond, est le cœur de l'être. Mais non pas le cœur en termes de ressenti et de sensibilité, vous l'avez compris, mais comme le centre, l'axe qui me permet d'avoir accès aux plus hautes dimensions de moi-même. Quand l'individu commence à agir avec son cœur, quand on commence à se relier à son cœur pour agir, on peut commencer à apprendre de son âme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Platon disait « savoir, c'est se souvenir ». Il parlait par là de la réminiscence. Et il disait « nos âmes sont contemporaines dès la naissance du monde ». Donc, savoir, c'est se souvenir, parce que pour qui se relie à son propre centre, il a accès à son identité la plus profonde, à son âme, celle-là même qui était contemporaine de la naissance du monde et qui, en tant que telle, peut lui dire la vérité et lui rappeler les choses qu'il avait oubliées du point de vue de sa conscience ordinaire. Nous avons les moyens d'être au centre, puisque ceci n'est pas une question de circonstance. Au centre de nous-mêmes vit l'être intérieur, l'homme intérieur, si on voulait le différencier de celui qui vit à la surface de notre sphère, qui est l'homme extérieur. Et donc la question qui se pose à nous, c'est est-ce que je veux devenir? Est-ce que je veux me détacher des circonstances? Ou est-ce que pour moi, mon identité se trouve à l'intérieur des circonstances? La question essentielle est celle-là. Et pour
y répondre, il faut envisager la vie comme un chemin de sagesse, c'est-à-dire philosophie. Pour ce faire, il y a des pratiques que nous pouvons aborder avec simplicité. Je vais vous en citer quelques-unes et ensuite nous irons plus loin lors des échanges. La première, c'est bien évidemment la pratique de la concentration pour ne pas nous épuiser dans des actions mécaniques et automatiques sans conscience. Ça implique démarrer notre journée avec conscience, clôturer notre journée avec conscience, avoir un réel effort de vigilance sur nous-mêmes et pas simplement sur les circonstances. Deuxièmement, je dirais dialoguer avec nous-mêmes. Dans le mot dialogue, la racine grecque dia ne veut pas dire de, mais à travers. En clair, le dialogue ne s'oppose pas au monologue. Le dialogue s'oppose à la superficialité. Dialoguer, c'est relier, mettre en place une dialectique entre le centre et la surface et apprendre à nous connaître en dialoguant avec nous-mêmes, en apprenant de manière ludique à nous prendre dans la main dans le sac et à nous corriger. Le but de la pratique philosophique, c'est se voir et se corriger. Troisièmement, apprendre à se recentrer à chaque fois que l'on se disperse, c'est-à-dire tous les jours, presque toutes les heures, à chaque instant. Développer peu à peu une discipline de la conscience en faisant le choix déterminé de refuser de subir. Et enfin, dernièrement, pratiquer la mémoire. Comprendre ne sert pas à grand-chose si, au moment de l'action, j'ai oublié ce que j'avais compris. Être moins suffisant et arrogant est tout simplement apprendre par cœur des choses qui nous paraissent essentielles pour nous les répéter à nous-mêmes régulièrement dans la journée. Vous savez, comme cet aphorisme bien connu de Marc Aurèle dans ses pensées qui disait « Rappelle-toi chaque matin que tu vas rencontrer un fourbe, un ingrat, pour que lorsqu'il surviendra, tu n'en sois point surpris. » Si je me répète semblable chose avec conscience, par cœur, vous comprenez mieux le sens du mot par cœur, alors lorsque la circonstance va arriver, nous serons prêts. Nous ne serons pas des intellectuels arrogants, non, nous serons restés centrés sur nous-mêmes par notre propre travail de mémoire. Voilà pourquoi la pratique philosophique nous donne des éléments très concrets pour garder notre centre et rester fidèles à nous-mêmes, et vous conviendrez qu'il devient alors possible de modifier notre environnement. Je vous remercie